Alright, on est back! On est back, Mélo, comment ça va? Ça va bien. Il fait de plus en plus froid dehors, mais ça va, on est à l'intérieur. Je suis sorti prendre une petite marche là à la pause. Une petite, Un petit exercice pour les poumons. Exactement, c'est pas un bon, voilà, c'est pas un bon climat pour être dans ma situation de fumeur. Mais bref, Ouais. on n'est pas tout seul, Mélo. Non. On a Ludmila avec nous. Ça va, Ludmila? Ouais, ça va bien, vous? Yeah! Je suis vraiment content de t'avoir encore une fois dans le show. C'est ce qu'on se disait avec Mélo. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des gens du coup, qui viennent de partout et du Québec surtout parce que l'actualité au Québec nous intéresse particulièrement. Ça bouge pas mal ces derniers jours. Ouais. Alors, est-ce que tu peux rappeler un peu qui tu es, toi, qui tu es dans la vie en général? Oui, bien sûr. Donc, je travaille depuis 5-6 ans, moi, dans le domaine des changements climatiques et environnementaux au niveau canadien. Donc, les politiques et les régulations de tout ce qui est la taxe du carbone et tout, c'est un peu mon quotidien. Okay. J'ai étudié par contre en sciences environnementales, donc voilà, mon délire c'est plus les sciences et tout. Nice. Après, dans ma vie privée, oui, pardon. Non, je disais c'est cool. Vas-y, continue. Ouais, j'allais dire plus que dans ma vie privée, c'est vrai que c'est un sujet aussi qui m'intéresse en dehors du travail. Donc des fois c'est pas toujours facile à concilier parce que ça fait beaucoup de mauvaises informations, c'est-à-dire autant pendant la journée que après la journée de boulot. Donc ouais, voilà. Donc nice. ouais, j'ai une trentaine d'années. Je vis à Montréal et j'aime énormément aller au musée des Beaux-Arts. Nice. Et du coup, on t'avait eu la première fois, on était juste avant les élections qui allaient avoir lieu au Québec, et tu nous avais dit, voilà pourquoi la CAQ va gagner. Et on avait notamment parlé d'un petit peu de l'électorat de la CAQ, donc la Coalition Avenir Québec, qui est une sorte de centre droit de vieux, si je résume. Exact. Ouais. Et du coup, après l'élection, on s'est demandé un peu à quoi ça allait ressembler le Québec, quelles allaient être un petit peu les directions qui allaient être prises. Nous, on avait pas mal parlé de Québec solidaire, notamment. Comment est le climat au Québec, au-delà du fait qu'il fasse moins 40 actuellement? Ouais, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup pensé à votre émission après les élections. Okay. Je crois que j'avais quand même été positive dans le sens où je savais que la CAQ, que la CAQ, la CAQ allait gagner, mais je m'attendais à des meilleurs résultats de Québec solidaire. Okay. Bon, la chose qui est peut-être positive, c'est que le libéral n'a pas percé et qu'il a continué de faire très très mauvais points. Ouais, vraiment. Donc voilà, on va essayer de se débarrasser d'un ennemi à la fois et pas prendre la bataille de front. Mais c'est vrai que j'ai repensé à votre émission parce que je pense que j'ai peut-être parlé trop vite et puis je m'attendais à de meilleurs résultats. C'était vraiment pertinent, je pense, l'analyse qui était faite. Ouais. On s'attendait, mais c'est souvent le cas, tu vois, quand on voit un petit peu. En plus, on est tous un petit peu dans nos bulles. Donc, tu sais, quand tu es dans une bulle un peu militante, tu vois cette effervescence. Ça s'est passé dans d'autres élections. On pourrait parler de la présidentielle en France. À chaque fois, on n'est pas loin, on est optimiste, on a envie. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on fait ce qu'on fait. Je pense toi, t'es militante aussi dans l'environnement à côté de ton métier. Nous, on l'est dans d'autres sphères, si on peut dire comme ça. Tu vois, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'on va chercher de l'énergie positive là où elle est. Et puis, on peut pas vivre en noir tout le temps. Du coup, c'est quoi un petit peu dans quelle direction va la CAQ et François Legault actuellement? Et selon toi, est-ce qu'il est fidèle à ses engagements de campagne ou est-ce qu'il est mou? Enfin, comment tu le sens? Parce qu'on voit de plus en plus une droite un peu décomplexée au Québec, de plus en plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
je considère que jusqu'à présent, en termes, en fait, je vais parler plus de mon domaine en environnement. C'est vrai que pour l'instant, il est dans la direction qu'il avait dit qu'il allait prendre. Donc là, c'est l'électrification de tout bord, tout côté. D'ailleurs, récemment, ce qui fait des manchettes énormément, c'est la démission de la directrice générale d'Hydro-Québec. Yes, on voulait en parler. Donc, puis donc j'ai vu plusieurs échanges pendant la période de questions entre les différents partis politiques, donc incluant entre Québec solidaire et la CAQ. Et je pense qu'ils essayent énormément de comprendre pourquoi elle est partie. Et étant donné que je suis un peu dans le domaine et que je connais beaucoup de gens, c'est vrai que j'ai une très bonne amie qui est ingénieure à l'interne et qui me raconte que ils allaient pas du tout dans la même direction. La directrice générale qui se nommait Sophie Brochu était beaucoup plus à se questionner, c'est-à-dire à quelle entreprise on donne pour presque gratuitement notre électricité. Wow. Puis surprenamment, venant de quelqu'un qui est quand même... j'avais lu un peu sur elle. Bon, c'est sûr qu'elle vient pas des classes pauvres, hein, on est d'accord. Mais en même temps, c'est vrai qu'elle questionnait beaucoup cette dépendance à l'énergie. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je trouve qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas suffisamment. Et souvent, tu sais, c'est le cas aussi en France, on va beaucoup pointer du doigt, c'est le consommateur qui doit faire sa petite part. Hein, on va descendre les thermostats et puis on va essayer de se serrer la ceinture. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je pense pas que la question c'est est-ce qu'on doit se serrer la ceinture? La question, c'est que c'est toujours les mêmes qui se serrent la ceinture. Exact. Donc, elle allait... Ouais, exactement. Donc, elle allait pas... Elle était en désaccord avec l'idée de construire des nouveaux barrages hydroélectriques parce que ça empiète sur les territoires autochtones, parce que ça détruit les écosystèmes. Il y a des problèmes d'inondation et tout le monde... Je pense que j'apprends rien à personne. Donc, elle était beaucoup en désaccord avec la CAQ. Et pendant la période de questions, en fait, la CAQ, son joker pour présenter son plan hydroélectrique des prochaines années, c'est beaucoup l'électrification, l'électrification de la voiture, l'électrification de l'énergie. Et en même temps, c'est con, mais j'ai envie de dire qu'il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'ils sont cohérents. Ils sont cohérents dans leur plan environnemental. Est-ce que c'est la bonne approche? Puis est-ce que c'est la seule solution? Bon, je crois pas. Mais c'est pas pour demain qu'ils vont commencer à avoir un discours de sobriété énergétique ou de sobriété de consommation et tout. Donc sur ce point de vue-là, la CAQ, c'est un peu le décor qui se présente au Québec en ce moment. Après, c'est vrai qu'il y avait, sur le plan politique, ils sont toujours en accord avec eux-mêmes sur les questions d'immigration. J'ai beaucoup d'amis qui sont francophones, qui sont français, qui arrivent de plus en plus difficilement à avoir les papiers québécois, à pouvoir s'installer. J'ai l'impression que les taux se resserrent, mais vraiment, là, excusez-moi si je me trompe, mais c'est vraiment partout, en fait. Ça a l'air d'être en Europe, ça a l'air d'être ici, ou ça a l'air de plus en plus dur de juste se débrouiller. Donc là, bon, avec l'inflation en plus qui s'ajoute à ça et tout, mais il y a quand même le salaire minimum. Oui, pardon. J'allais dire, c'est quand même étonnant parce que, en plus, le Québec le sait, et notamment la CAQ le sait énormément. Ils ont besoin de travailleurs jeunes, ils ont besoin de jeunesse. Du coup, ce serrage sur l'immigration est un peu même contre-productif. Bah oui. Est-ce que, alors, les jeunes votent majoritairement pas CAQ? Est-ce qu'il y a une stratégie politique en se disant, si je donne pas des papiers à des jeunes, je vais me faire réélire? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que la jeunesse n'a pas tendance à voter pour eux, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une vision. Je pense pas que pour l'instant, en tout cas dans dans l'image de la population, ils sont toujours plus nombreux à être vieux que de nombre de jeunes. Donc, je crois pas que ça dérange. Après,
je suis vraiment curieuse, vraiment de savoir la population va ressembler à quoi dans les prochaines années. Yeah. Tu sais, il y a plus assez de maisons, il y a pas assez d'appartements qui sont disponibles. On s'enligne vers quoi en vrai quand je veux dire, cette population-là qui est assez vieille, je la vois déjà partir en pré-retraite, partir du boulot. Il y a de plus en plus de postes qui sont disponibles qu'il y a quelques années que je voyais pas du tout. Mm-hmm. Ils passaient très sous le radar, des postes de direction et tout. Tu sais, c'est intéressant. C'est intéressant. On va ressembler à quoi? Je sais pas. Ouais. Si tu veux savoir où vont les vieux du Québec, moi j'ai un premier élément de réponse. Ils viennent chez nous. Ils viennent en Nouvelle-Écosse pour profiter de l'Atlantique et ils font grimper le prix de l'immobilier, qui fait que c'est impossible pour n'importe qui, même classe moyenne supérieure, d'acheter une maison à Halifax et dans la région. Donc, tu sais, je pense qu'ils sont en train de s'acheter des vacances au soleil, ces gens-là. Ils espèrent toujours pouvoir garder leur petite maison en banlieue de Montréal ou, tu vois, de Lévis ou de Québec. Mais effectivement, dans le marché du travail... ça, c'est une autre chose que je trouve vraiment intéressante, et c'est au sens large, là, mais qu'on a vu que, et avec raison, quand il y a eu toutes les répercussions COVID, on va dire, beaucoup de personnes ont décidé de prendre leur retraite un peu plus tôt, donc quelques années, parce qu'ils se sont dit, tant qu'à faire, je vais prendre ma retraite. Exact. Mais donc, ça a fait qu'il y a un gros montant de personnes qui ont été enlevées du marché du travail. Même s'il te restait 3-4 ans techniquement à ta job, c'est quand même 3-4 ans où il n'y a pas quelqu'un là. Il y a ensuite un manque de postes. Et après ça, c'est qui est-ce qui se fait blâmer? C'est la jeunesse pour dire que la jeunesse ne travaille pas. Qu'en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis à la retraite. Et tu peux pas de façon magique dire « Ah, regarde, plein de gens de plus pour travailler. » Alors, c'est... Je sais pas, j'ai trouvé ce balancier intéressant où, peu importe ce qui se passe, on se fait blâmer anyway, mais genre... Exact, c'est paradoxal. Tu sais, mais j'espère que, genre, plus les années vont passer, qu'on va finir par avoir, comme l'expression le dit, le gros morceau, le gros bout du bâton, puis que on va pouvoir demander, tu sais, oui, c'est sûr, des meilleurs salaires, mais aussi des conditions de travail. On voit un peu là, des conditions de travail très, très, très différentes. Le 4 jours semaine, les jeunes générations qui veulent pas passer leur vie au travail, et qui veulent changer de travail plus souvent, qui veulent... j'espère qu'on va avoir ce pouvoir-là. J'imagine. Puis des meilleures conditions sociales aussi que... C'est ça. Ta vie, elle n'est pas faite pour travailler puis peut-être être vieux et pouvoir en profiter. Exact. Exact. Puis je pense ça clash vraiment énormément avec la CAQ et avec qu'est-ce que Macron, qu'est-ce que la France est en train de mettre de l'avant, parce que justement, ça va devenir de plus en plus difficile pour eux, je pense, de maintenir en place les plus jeunes générations. Excuse-moi, je t'ai coupé. Les jeunes générations, elles n'ont pas envie de passer leur vie au travail, et surtout, on leur dit travailler pour construire, mais construire quoi, comment une planète dégueulasse. Enfin, tu vois, cet argument du bâton de dire vous devez travailler pour vous construire une situation, mec, j'ai 2 jobs, je peux pas m'acheter une maison. Non, mais c'est ça, je peux à peine payer mon appartement puis de la bouffe comme ça. Exactement. En plus, mes services publics, ils sont dégueulasses. En plus, les écoles où vont mes enfants, ils sont... Enfin, tu vois, quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis... finalement, travailler plus, comme ça a été décrit dans le passé, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Il faut qu'on aille voir ailleurs. Et en plus, je pense que les jeunes générations au travail sont aussi en quête de sens. C'est-à-dire que aller travailler chez Tidi pour vendre des assurances pour ta maison, ou aller travailler, je sais pas moi, chez n'importe quel gros pétrolier en Alberta pour aller faire masse de cash, il y a de moins en moins de jeunes qui vont avoir envie de le faire. Et donc, les gens vont quand même avoir, enfin en tout cas les dirigeants vont avoir à faire muter. Alors, est-ce que ça arrivera avant qu'on les nationalise ? Ça, c'est la vraie question, tu vois. Est-ce qu'à un moment, on va aller jusqu'à ce point-là parce que ça va être nécessaire ? Moi, je pense qu'à un moment, ça va arriver, tu vois, on pourra pas. Mais on pourra pas diriger les jeunes comme on a dirigé les boomers après la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Clairement, ça n'arrivera pas.
Petite chose, est-ce que toi, tu as des nouvelles du barrage de Muskrat Fall qui va nous alimenter, nous, l'Atlantique en électricité parce que là, nous, on attend. Avec Mélo, on a fait une lecture du plan environnemental de la Nouvelle-Écosse qui a été mis en place qui a été révélé par le gouvernement, un plan uniquement en anglais pour l'instant, donc ça, c'est une horreur aussi pour nous. Mais le gros des diminutions des émissions carbone en Atlantique sont liées à l'électrification qui va être possible grâce à cet immense barrage de Muskrat Fall qui est au nord du Québec. Là. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que tu as des news pour nous? Non, j'avoue que je n'étais pas au courant de ce projet-là. C'est vraiment intéressant. Mais... Ça fait quand même 15 ans qu'ils disent qu'ils vont le bâtir, là, donc ça, on verra si ça devient quelque chose. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Je suis quand même surprise parce que c'est des projets qui prennent énormément de temps. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui date, mais j'ai entendu dire que ça prenait de 10 à 15 ans pour pouvoir... Une fois que le barrage est construit et mis en place, c'est simple, là, c'est juste une question d'ouvrir les portes et on a de l'électricité, mais pour se rendre là, ça prend énormément de temps. Donc, si ça fait 15 ans que vous attendez, peut-être que c'est pour bientôt. Peut-être. Alors, dans le plan, il précise que les diminutions, en gros, les objectifs climatiques de descendre en dessous de 50% de nos émissions de gaz depuis 2005, si je dis pas de bêtises, ça devrait arriver dans le cours 2026-2027. Et en fait, en gros, tout repose sur ce barrage, qui est au Labrador, du coup. Qui est vraiment à la frontière entre le Québec et le Labrador, là-bas tout au nord. Et si ce barrage se fait pas, on est dans la sauce parce qu'on va continuer à importer du charbon. Il n'y a pas de plan B. Non, donc on compte vraiment beaucoup sur ce barrage, nous. Mais c'est pour remplacer l'énergie que vous avez actuellement pour chauffer tout ça. Exact. Ou c'est pour remplacer le pétrole? Les deux. Le pétrole dans les voitures. Alors non, ça prend pas en compte pour l'instant si on électrifie entièrement parce qu'on sait que le transport c'est parmi les secteurs les plus émetteurs de CO2 en Atlantique. Exact. Et pour l'instant, ça ne prend pas en compte une électrification massive comme ça peut être le cas au Québec. Et en fait, là, pourquoi je pose la question, c'est aussi parce que là, avec l'électrification massive des voitures au Québec, ce qui est sur le papier une bonne chose en termes d'émissions de CO2. Mais il semblerait que Hydro-Québec disait mais on va pas être capable de soutenir un petit peu cette demande-là. Est-ce que toi, t'as des chiffres ou t'as des... Enfin, comment il imagine faire ça, là, Legault, maintenant? De ce qu'il semblait dire dans ses réponses, c'est que si on gardait les barrages actuels, on pourrait uniquement répondre de 25 à 35% à la demande des Québécois et à la demande qui est fixée par le plan vert. Alors vraiment, il est parti avec ses grands chevaux pour la construction de plusieurs barrages. Parce qu'il n'a pas le choix, parce que justement, au lieu de se dire que c'est un plan qui fait aucun sens, et puis en plus, l'électricité, c'est complexe un peu parce évidemment, tu sais, je veux dire, oui, bon, il y a les barrages et il y a ce qui se passe autour des barrages, mais il y a une question aussi de piles, il y a une question de stockage, il y a une question de comme, il y a une question de transport aussi, transporter de l'électricité du nord du Québec jusqu'aux grandes villes, c'est complexe. Oui, et c'est pas un petit territoire, là. Il va falloir les infrastructures. Moi, en vrai, je serais vraiment curieuse. Je serais vraiment curieuse de savoir la construction totale, incluant les infrastructures, incluant le transport, incluant les nouveaux barrages. La construction de toutes ces choses, elle va émettre combien de gaz à effet de serre? C'est ça, ça m'intéresse, ça. On va gagner combien pour perdre en même temps? Tu sais, c'est aberrant, là. C'est aberrant. Oui, mais après, c'est de l'énergie qui va être utilisée pour construire des éoliennes. Oui, mais si ça nous a pris plus d'énergie pour la construire que l'énergie qu'on va sauver, ça n'a pas de sens. Exact. Non, mais là, tu penses de façon logique et c'est inacceptable. Mais surtout que, en plus, l'électrification du secteur des transports. Ok, il faut qu'on puisse se déplacer, il faut qu'on soit indépendant pour se déplacer. Le Canada et l'Amérique du Nord en général, c'est un peu le pays de la voiture. Donc voilà. Mais est-ce qu'on remplace des gros trucks par des petites voitures électriques
Ou est-ce qu'on transforme des gros trucks en gros trucks électriques? C'est ça la question derrière. Ouais. Je pense que toi, c'est ce que tu soutiens aussi quand tu dis il faut diminuer notre demande énergétique en électricité. C'est aussi peut-être avoir des habitats un peu plus petits, mieux isolés, avoir une production alimentaire qui est moins dépendante des énergies fossiles, et puis aussi peut-être avoir des modes de transport qui soient soit plus doux quand c'est possible, quand il fait chaud, et soit des transports en commun quand on peut. Mais là, franchement, cette logique-là, c'est un peu la logique, tu vois, on avait parlé la fois dernière du 3e lien, mais quel intérêt d'avoir un nouveau tunnel si tu peux avoir juste un train, quoi? Ouais, non, c'est ça, mais c'est vraiment l'approche qu'on prend aussi au niveau canadien, c'est on ne veut pas déranger les gens. On ne veut pas déranger dans leurs habitudes, on ne veut pas les déranger dans leur consommation, on ne veut pas leur déranger, on ne veut pas les déranger avec des questions du genre « As-tu vraiment besoin d'un 4e téléphone? » Donc, je faisais une présentation récemment sur le greenwashing, ou comment ça s'appelle en français? L'éco-blanchiment? L'éco-blanchiment. Okay. L'éco-blanchiment. J'avais jamais entendu en français. Ah ouais, c'est nice. Ouais, je faisais une présentation genre au cégep des Outaouais. Cool. Et tu sais, j'essayais d'expliquer aux élèves que la voiture électrique, c'est ce qu'on appelle du greenwashing dans la catégorie des fausses solutions. Oui. C'est pas que les véhicules électriques, c'est une mauvaise idée. C'est juste qu'avant de sauter sur cette solution ou sur cette occasion, il faut d'abord repenser les villes. Puis ce que j'essaie de leur dire, c'est entre vous et moi, tu te lèves le matin, tu te rends compte que tu n'as pas de céréales, tu te rends compte que tu n'as pas de lait. Qu'est-ce que tu préfères entre mettre ton manteau, sortir, faire 3 pas, découvrir que le magasin d'à côté, il a des céréales, ou versus sortir, mettre ton manteau, déblayer ta voiture, te rendre compte que tu n'as pas d'essence, te rendre compte qu'il fait hyper froid dedans, tu vas enlever toute la neige, tu vas, tu sais, genre, puis tu vas faire 10 minutes ou 15 minutes de bagnole pour aller chercher tes trucs. Je veux dire, c'est juste une question vraiment pour une société qui essaye de réfléchir d'une manière paresseuse, on va dire ça comme ça. Tu sais, si on est intelligent et on essaye de faire le moindre effort, n'importe qui répondrait, je préfère que le mec qui me vend du pain, il habite en haut de chez moi ou en bas de chez moi. Genre, tu te lèves le matin, t'as envie d'avoir t'as envie d'avoir du pain frais. Moi, c'est vraiment, j'ai un concept, je sais pas, peut-être trop à l'européenne, mais de villes qui sont vraiment proches. Bon, des fois, t'aimes pas ton voisin parce qu'il est un peu trop proche, mais ça aussi, c'est un apprentissage. Tu sais, c'est l'apprentissage de réapprendre à vivre ensemble et tout. Et pourtant non, c'est en Amérique du Nord, c'est pas l'approche qu'on va préconiser, c'est pas l'approche du vivre ensemble, c'est pas l'approche de comment communiquer à son voisin qui te tape sur les nerfs. Non, c'est pas ça. Ce qu'on va prioriser, c'est tu veux habiter loin, si tu veux, vas-y, paye-toi ta baraque. Et puis pour 1 ou 2 personnes qui habitent très loin, on va créer une autoroute, on va créer des signalisations, on va créer du béton. Et puis voilà, on va essayer d'accommoder tous les petits désirs individuels et personnels. Puis même le côté appartement et vivre ensemble, il y a aussi le côté, OK, on a mis plein d'appartements, on a mis plein de gens ensemble, mais il n'y a aucun service dans le coin, sauf peut-être un dépanneur. Donc, il faut quand même que tu sortes, que tu prennes le bus, que, tu sais, c'est 15 minutes de bus pour arriver à quelque chose de potable, puis ça, même à l'intérieur des villes où ça pourrait être le cas. C'est définitivement... Oui, définitivement. Puis je pense aussi que les villes doivent, dans certains cas, comme Vancouver, Toronto et Montréal inclus, les gens doivent aussi quitter la ville. Si on veut densifier ailleurs, il faut que les gens quittent la ville. De toute façon, ça fait plus de sens. Moi, je vois des villes comme Paris. Moi, je comprends pas comment les gens peuvent habiter à Paris. Mais ils doivent devenir paranoïaques. Non, mais vraiment. Genre, c'est 3 minutes de marche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont très proches, mais les vélos, les scooters, les voitures, les gens qui klaxonnent, les gens qui gueulent. Mais mais c'est sûr, parce que c'est devenu indécent. Ça, c'est juste la France en général. Pardon pour ceux qui... Non, mais attendez, là, vous êtes en train de chier sur mon pays peinard, là, ça va?
Ben, des fois, ça arrive, ça, deal with it. Non, je comprends totalement. Je rebondis juste sur une question qu'on a eue dans le chat de quelqu'un qui nous demandait, mais est-ce que la Nouvelle-Écosse est prête électriquement, tu vois, pour passer cette marche, tu vois, de l'électrification des véhicules? Juste pour répondre, et comme est en train de le dire notre technicien fantôme, pour répondre à cette personne, que je trouve c'est vraiment intéressant, non, la Nouvelle-Écosse n'est pas équipée du tout pour l'électrification des voitures. Il n'y a pas de borne de recharge à des distances qui soient acceptables. Et surtout, une des choses que disait aussi Ludmilla et que nous on se dit, c'est que plutôt que de développer les moyens de transport individuels, on doit plutôt aller vers des moyens de transport qui sont peut-être collectifs, électriques, qui seront du coup beaucoup plus efficaces. Et ça me permet de rebondir sur un point. Il y a 2 semaines, je tournais un documentaire à Truro. Yeah. Yes. On a parlé de Truro la semaine dernière. Donc, Ludmilla, Truro, c'est une toute petite ville en plein milieu de la Nouvelle-Écosse, voilà, qui est une ville un peu historique, mais voilà, bref. Et en fait, là-bas... Il n'y a rien de fou qui s'y passe, en tout cas, à ce que je sache. Là, mais... Il y a pas grand-chose. Mais en gros, le docu que j'ai tourné, c'était sur le train. Et en gros, comment les aînés, les vieux des communautés acadiennes et francophones en Nouvelle-Écosse avaient ce souvenir du train qui fonctionnait. Et en gros, c'était un petit peu la métaphore du train qui te ramène dans le passé, en fait, en gros, à travers les souvenirs. Et en fait, j'ai du coup fait des entrevues avec des jeunes, et puis avec des vieux. Et les jeunes, actuellement, se disent... Le train, ça me fait chier. Je suis tanné de devoir attendre que le train il passe, tu sais, parce que je veux aller en char de l'autre côté de la route, mais je peux pas parce qu'il y a un train qui me tanne. Et les vieux, eux, disaient, mais à l'époque, c'était notre seul moyen de transport sur des longues distances, et c'était en plus un lieu collectif. Il y avait notamment une musicienne qui disait, moi, j'allais étudier à Acadia, qui est l'université du côté de Wallville, et elle devait rentrer dans la baie Sainte-Marie, qui est là où elle habitait, qui est vraiment une place acadienne, vraiment, où il y a tout le monde, quoi. Ouais. Et elle disait, moi, je prenais le train, je montais dedans, et puis je jouais du coup de la musique dans le bar du train. Puis des fois, j'allais jouer pour le conducteur. Il y avait toute une logique aussi du transport en commun qui fait que ton voisin, tu le connais en fait, ton voisin de wagon, tu commences à avoir des habitudes sociales avec les gens, etc. Chose dont on a de moins en moins l'habitude, peut-être. Et c'était intéressant de voir le décalage entre ce regard qu'avaient les jeunes et les moins jeunes qui, eux, ont profité du service. Et il y a une femme qui disait, moi, ma fille a été hospitalisée à Halifax. La première chose que j'ai fait, j'ai pris le train, quoi. Ça m'a coûté $3 de faire Saulniéville jusqu'à Halifax, tu vois. Et il va falloir qu'on y revienne à ça. Mais toi, comment tu vois, Ludmilla, est-ce que, par exemple, dans l'éducation ou dans la vision qu'ont les gens du transport en commun, c'est un point vers lequel on peut aller? Oui, c'est intéressant parce que juste avant que tu entames ton histoire, j'allais partager une anecdote que j'ai eue avec un collègue qui est très, très, très friand de voitures électriques, mais surtout de voitures autonomes, sans conducteur. Et puis, bon, vous pouvez vous imaginer que c'est pas un très proche collègue à moi, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes visions. Et puis, c'est intéressant. Il était en réunion à un moment, et puis il disait vraiment, on devrait aller vers des villes où il y a des voitures qui sont automatiques, qui sont sans conducteur, et qui pourraient partir d'un point A pour se rendre jusqu'à un point B et récupérer, tu vois, 4-5 personnes pour un peu combler la voiture, et qu'ils auraient toujours un peu les mêmes trajectoires, et la voiture serait électrique. Intéressant! Le mec a inventé le métro, quoi! Le mec a inventé l'autobus, les gars! Là, mais c'est incroyable! Comme quel bon concept! C'est merveilleux comme idée, parce que ce qui est encore plus merveilleux, c'est que ça existe déjà. Donc, enfin, je voulais juste partager parce que je trouvais ça vraiment, vraiment hilarant. Mais c'est vrai que la vision du transport collectif, c'est une vision très chiante. Oui, carrément. Ouais, tu sais, on dirait que c'est une vision. Je vais encore aller me coller avec 1 milliard de personnes qui puent. Bon, en hiver, c'est un problème parce qu'il fait froid dehors. En été, c'est un autre problème parce que les gens, ils se lavent pas. Je sais pas si c'est différent dans les grandes villes, juste dans les villages où le train auquel tu faisais référence, peut-être que l'approche, elle est pas la même. Mais c'est vrai que dans ce que je reproche beaucoup aux plans environnementaux qui parlent de transport collectif ou qui parlent de collectivité, c'est cet aspect-là social qu'on
qu'on met beaucoup de côté. Ouais. Et quand on parle... pendant quelques années, j'ai travaillé dans des équipes qui parlaient d'adaptation et de résilience. Mais on a beaucoup essayé de mettre de l'avant. La résilience, c'est aussi les gens. La résilience, c'est d'une société ou d'une ville, c'est aussi avoir suffisamment de liens sociaux pour que le jour où il y a une inondation chez toi, tu connais assez bien ton voisin d'au-dessus pour aller sonner à sa porte. Et ça, malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est seulement dans des situations d'extrême urgence qu'on finit par se solidariser, qu'on finit par se connaître. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à faire face au changement climatique. Mais on n'est pas prêt à faire face à quoi que ce soit, d'ailleurs. Non. Mais le transport collectif, autant que le resto du coin, autant que le café du coin, autant que les bibliothèques. Tu sais, on dénigre énormément les bibliothèques, mais ce qui est intéressant, c'est que ouais, tu sais, c'est un endroit, c'est un des rares endroits où bon, on n'est pas obligé de débourser pour s'asseoir. On n'est pas obligé de payer quoi que ce soit pour consommer des livres. Puis il y a même des gens qui essayent dans certains quartiers de les laisser ouvertes jusqu'à 8h, 9h pour qu'au lieu que la jeunesse ait uniquement l'option d'aller dans un bar ou dans un restaurant, mais en fait, tu as l'option d'aller juste à la bibliothèque, t'asseoir et genre voir des amis. Et juste discuter, quoi. Tu sais, c'est un des rares endroits où tout le monde est encore plus ou moins égal, dans le sens que peu importe combien tu fais ou où tu habites ou peu importe, tu rentres là et si t'as... Bon, il faut que tu aies en général une carte, mais la carte, elle est gratuite. Et puis, c'est ça, t'empruntes ton livre ou ton film ou peu importe. Tu peux t'y retrouver. Les bibliothèques modernes ont en plus maintenant plein d'équipements. Je sais que par exemple, à Halifax, il y a un Fab Lab. T'as envie avec tes potes de créer des trucs. Tu vois, développer un projet, tu peux aussi le faire, tu peux faire de la musique, il y a aussi... Les bibliothèques se réinventent aussi, tu vois, je pense que c'est un des vecteurs de lien social. Et une des analogies que je faisais souvent avec la France, tu vois, c'est que par exemple, en France, depuis que la machine à café a été inventée, tu as une petite cafetière chez toi, ça a un peu détruit le lien social de « je vais au café ». Et il y a plein de petits villages où il y avait des cafés. C'est intéressant, ça. Et notamment le fait d'avoir ramené plein d'actions individuelles chez toi. Donc, en sachant qu'une machine à café, c'est quoi ? C'est une résistance qui fait chauffer de l'eau, qui met dans un filtre, etc. Donc, c'est de la consommation d'énergie. C'est sûr que c'est bien d'avoir aussi son café, tu vois. Au Canada, on a Tim Hortons. Moi, je retrouve un petit peu dans les petits Tim Hortons ruraux, je retrouve un petit peu ce lien social que je retrouvais dans les cafés, tu vois, de France, etc. Donc, on voit qu'il y a encore des espaces où on peut avoir du lien social. Et du coup, je pense que tout n'est pas perdu. Mais pour revenir à ce que tu disais sur l'étalement urbain, effectivement, ça va être nécessaire, tu vois, de s'étaler un petit peu de manière, en termes de distance pour développer les villes, mais aussi pour accueillir ces gens qui viennent des milieux ruraux très éloignés, pour pouvoir faire qu'il n'y ait pas besoin de faire une autoroute ou 20 000 lignes à haute tension pour aller alimenter ce petit coin. Mais du coup, on va se retrouver avec des éparpillements qui vont permettre de connaître ton environnement. Chose qui n'est pas possible avec des immeubles de 40, 50 étages, où tu ne peux pas connaître tout le monde, etc. Donc, je pense que c'est possible. Je pense qu'on a beaucoup de travail, tu vois, de discuter. Et puis, c'est pour ça, même des fois, si c'est chiant et c'est tannant, mais parler à nos voisins, si on croit en ce monde-là, tu vois, va falloir le faire, tu vois, va falloir parler à ses voisins, va falloir proposer un peu d'aide, va falloir... I guess. Moi, je parle tellement pas à mes voisins. Moi, j'ai déménagé. Moi, j'ai déménagé au milieu des bois, à l'extérieur de la ville, pour pas parler à personne et voir personne. Donc, je suis tellement le problème. mais non, tu es une partie de la solution, Mélo. Sure. Il faut juste que tout le monde vienne habiter proche. Faut que les gens, viennent près de chez toi, c'est ça. Non, mais j'ai déménagé hors de la ville aussi parce qu'on ne pouvait pas acheter à l'intérieur de la ville pour des raisons financières évidentes. Oui. C'est ça. Mais c'est ça, c'est aussi retrouver le côté nature, etc., qui est important. Je pense que ça rejoint aussi, ou c'est ça, t'as pas envie de te perdre dans du béton pour finalement même pas avoir accès aux choses où tu dis que t'auras accès si t'es dans un appartement. Donc ça... Ouais. Enfin. T'allais dire un truc, Ludmila? Mais, oui. Ouais, j'allais dire, je trouve ça intéressant comme cet espace de la nature qu'on veut tous à un certain moment. Mais c'est une conversation que j'ai beaucoup avec mon copain parce que la dernière fois, on s'obstinait sur les éco-villages.
Puis, tu sais, si on avait à repenser, genre, tu sais, je sais pas, comme où est-ce qu'on voudrait vivre, ou, tu sais, quel genre de collectivité on voudrait. Puis, tu sais, genre, c'est pour une autre émission. Mais tu sais, t'as des gens qui décident d'acheter une énorme baraque qui existe déjà et de la reconstruire, mais vivre à plusieurs dedans. Yes, les habitats partagés. T'as des quartiers. Ouais, exactement. T'as des quartiers que c'est des quartiers de mini-maisons. Où tu sais, je pense que t'as différents projets, différentes approches. Tu sais, pour permettre aux gens de justement allier, on n'est pas loin de la nature, mais en même temps, on n'est pas tout seul. On est beaucoup de gens, on est très proches les uns des autres, et puis il y a toujours une terre, toujours un concept de jardin qui est pas trop loin. Tu sais, moi je suis un peu, parce que je suis une anarchiste bizarre, qui parle une autre langue, mais pour de vrai, comme mon rêve, c'est ça, genre, je verrais, tu sais, puis c'est vrai que t'as pas accès à tout, c'est aussi ça aussi, c'est de réapprendre que tu peux pas faire du yoga le lundi, faire de la danse le mardi, aller au cinéma le mercredi, le jeudi aller à l'escalade, genre il y a un moment donné, genre, il faut juste se restreindre un peu, puis on devrait, tu sais, ouais. Et puis, dans un habitat partagé... C'est pour une autre raison. Dans un habitat partagé, rien n'empêche que parmi les habitants, il y a un prof de yoga qui tous les lundis fasse du yoga, que tous les mardis, on regarde des films, enfin, tu vois. Donc, c'est une manière de repenser, je pense aussi, tu vois, la société. Et je pense qu'en plus... c'est un peu ce que tu décrivais avec les transports en commun. Nous, en tout cas, enfin, les gens qui écoutent là, qui nous écoutent, et nous tous qui réfléchissons à ça, on doit aussi essayer de réfléchir et de penser ce monde d'après, parce que de toute façon, il va arriver. Toi qui travailles dans l'environnement, à mon avis, tu dois te rendre compte aussi que le monde d'après va arriver. Tu vois, on pourra pas tenir ces cadences-là pendant encore 50 ans, tu vois. Donc, est-ce qu'on doit pas aussi, tu vois, commencer à engager des discussions avec nos proches, avec des gens autour de nous, pour essayer, tu vois, de commencer à toucher du doigt ces expériences sociales, parce que des expériences sociales qui se passent bien, enfin, je veux dire, des gens qui puent pas dans les transports en commun, tu vois, ça c'est un peu l'inverse de ce qu'on a envie d'avoir tous, tu vois, dans nos vies, tu vois, même si, ça fait partie aussi de la vie en collectivité. Par exemple. Ça fait des histoires drôles à raconter, whatever. Exactement. Bon, bref, je voulais conclure là-dessus parce qu'on a un autre sujet duquel on veut parler, Ludmila. Oui, bien sûr. Mais on a fait exprès de parler pas tout de suite de ça, parce que on sait que ça va te tanner, puis ça nous tanne aussi. Qu'est-ce qui se passe avec l'islamophobie au Québec? Quelle question! Ouais. Mais je voudrais d'abord souligner que moi, je viens d'un pays arabe, et donc je suis d'origine, même si c'est d'origine très loin, musulmane. Donc, dans ma famille très proche. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, le voile et la place, mais surtout, je pense, la place des religions, plus que l'islam ou pas l'islam. Mais oui, j'ai suivi un peu, donc c'est une représentante, je pense, si j'ai bien compris, là, donc vous pouvez me corriger, une représentante au niveau canadien qui représente un peu essayer de représenter l'anti-racisme et essayer de partager la culture de l'islam, j'imagine, à travers le pays. Et elle a dit des propos il y a quelques années, donc c'est pas récent, là, je ne sais pas pourquoi c'est ressorti maintenant. Elle aurait dit que voilà, il y aurait un sentiment anti-musulman au Québec. Je crois pas qu'il y ait un sentiment anti-musulman. Je crois que juste c'est anti-tout. Anti-immigrant. Tous dans le même paquet. Tout le monde est égal dans notre haine. Oui, voilà, exactement. Je pense pas qu'ils font de préférence. Je crois qu'ils détestent bien tout le monde. Ceci étant dit, c'est vrai que la religion musulmane, ça accroche énormément parce que c'est très, très voyant, surtout chez la femme. Et puis, je vais être honnête, moi, je ne suis pas pour le voile. Donc, c'est chaud ce que je veux dire. Mon Dieu, on m'a invité quelqu'un de trop bizarre. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment... OK.
C'est vraiment complexe, mais tout simplement que je fais partie d'une histoire culturelle qui a très souffert, très souffert du voile. Que ça soit le Liban, ou que ça soit l'Algérie, que ça soit le Maroc, dans les années 70 versus dans les années 90 ou les années actuelles. J'inclus l'Iran, l'histoire de l'Iran aussi là-dedans. C'était pas les images qu'on voit maintenant. Donc, il y a eu selon moi, parce que c'est pas pour tout le monde, une régression des droits de l'homme mais surtout de la femme. Et donc, c'est un débat pour lequel j'ai beaucoup de difficultés à me positionner parce que la religion, je pense qu'elle n'a pas sa place dans l'État et dans l'éducation. Mais est-ce que tout le monde est libre de la vivre comme il l'entend? C'est clair que oui. Je veux dire, il y a pas de discrimination. Aucune discrimination est acceptable. Mais donc les propos qu'elle aurait dit, est-ce que je suis d'accord avec ce qu'elle avance? Oui, pardon, excuse-moi. Non. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a cette différence entre quelle vision on a de la liberté de chacun, tu vois, d'une part, et est-ce qu'on souhaite avoir des représentations religieuses partout, etc. Et puis donc ça, c'est une vision très personnelle. Puis après, il y a la défense de tout le monde. Tu vois, il y a la défense des autres. Là, ce que tu dis, ta position, enfin, tu vois, elle est pas du tout choquante par rapport à ça. Tu vois. Je vais pas dire que je me retrouve pleinement dans tout, tu vois, mais en gros, je suis un peu du même truc, tu vois. Moi, je peux voir des religions autour de moi, plus je suis content parce que ni Dieu ni maître, tu vois. C'est ça. Ça, c'est mon premier point. Mais mon second point, c'est les gens sont ce qu'ils sont. Et ils ont des croyances, ils ont des trucs, et ils doivent être libres, absolument libres, de pouvoir pratiquer, de mettre ce qu'ils veulent. Là, ce qui nous dérange sur le point de vue du voile, tu vois, par exemple, particulièrement, c'est que, encore une fois, c'est les femmes où... Toi, t'as le point intéressant de dire... Les femmes galèrent dans certains pays où elles sont obligées de le porter. Donc, comment dire ici, on veut leur enlever, mais dans les deux cas, c'est de force. Tu sais, dans les deux cas, c'est une contrainte. Dans les deux cas, t'as pas le droit de faire ce que tu veux. La femme, elle est libre où, tu vois? Enfin, elle est libre où au milieu, tu vois? C'est plutôt ce point-là, tu vois. Donc, elle était militante antiraciste dans une association canadienne, et là, elle a été nommée... Avec un focus sur l'islamophobie. C'est ça. Et là, elle a ce rôle d'être un petit peu la consultante fédérale sur l'analyse et l'anti-islamophobie. Voilà, c'est vraiment ça son rôle. Donc, elle parle même pas d'islam, elle parle de rien du tout. Elle dit juste, quels sont un petit peu les freins à ce que des gens se sentent bien, globalement. Des gens qui sont d'une culture différente se sentent bien. Okay. C'est un peu comme ça qu'elle se décrit. Mais pourquoi toute la droite a embarqué là-dedans? Enfin, tu vois, enfin, j'ai senti ça de manière assez violente. Ouais, parce que c'était vraiment simple d'embarquer dans ses propos puis de crier un peu au loup que moi le seul article que j'ai lu en fait en vrai là-dessus, je trouvais ça super intéressant parce que l'article avait pris une tournure que je m'attendais pas. Il semblait dire que qu'est-ce que le Québec défend, qu'avec son passé de militante, elle était un peu comme en conflit d'intérêts pour représenter, pour avoir un poste de haute fonction, ou en tout cas un poste de représentante canadienne, parce qu'elle était un peu biaisée, voilà, par son côté militant et tout. Que je trouvais ça vraiment, vraiment ridicule parce que, tu sais, déjà premièrement, genre au ministère de l'Environnement, en ce moment, on a Steven Guilbeault qui faisait partie de Greenpeace, d'Équiterre et tout. Donc voilà, c'est calme. C'est n'importe quoi. Puis aussi, en plus, deuxièmement, conflit d'intérêts, les gens sont biaisés, mais on se pose pas la question quand Madame L'Oréal prend la tête du FMI. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, ça. Non, pas de problème. Wow. Effectivement. Et donc, du coup, comment tu penses l'avenir sur cette question-là? Est-ce que tu penses qu'à un moment, ils vont se calmer un petit peu tout le monde, ou est-ce que tu penses qu'ils vont être vraiment plus agressifs encore sur cette question-là? Ouais, non, je pense que le problème énormément, c'est que c'est l'incohérence. Après, je connais pas assez la
France sur ces questions-là, mais au Québec, la cohérence qui s'est produite, c'est que, par exemple, ils n'ont pas voulu enlever la croix dans la salle, comment on dit, parlementaire, de la salle politique. Et ils n'ont pas voulu enlever la croix qui est sur certains monts, sur le Mont-Royal, par exemple, à Montréal. Donc, c'est vraiment, c'est de l'incohérence. C'est-à-dire, on est contre l'espèce de religion qui prend trop de place dans notre société. Et puis, ouais, on veut s'en débarrasser parce que nous, dans les années 70 et tout. Mais par contre, tu sais, c'est un héritage. Il faut quand même le respecter. Tu sais, non, mais c'est n'importe quoi. Donc, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Ben, c'est sûr, droit dans le mur. Et puis, encore une fois, là, moi, je serais curieuse de savoir, dans les prochaines années, lorsque il va manquer de gens, j'imagine que les boomers s'en vont, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que la question, ça va être l'immigration? Quelle immigration? Est-ce que tu sais, on va combler les trous comment? Exact. Parce que là, on est déjà en train de le faire. On est déjà en train de le faire avec une immigration pour les enseignants, pour les enseignantes, pour les infirmières. Tu sais, c'est une immigration qui est sélective, mais les gens, ils gardent pas leur histoire chez eux et puis ils viennent ici puis ouais, ça va, c'est bon, je suis québécois, vive la croix sur le Mont-Royal. Tu sais. Ouais. Garde Valentin est prêt. C'est le seul que je connais. Ouais. Donc, encore une fois, c'est plus comment la jeunesse va prendre quelle direction. Et surtout, l'immigration aussi, va ressembler à quoi. Alors, juste pour te répondre par rapport à la France, pourquoi je suis vraiment très opposé à ces stigmatisations et pourquoi je suis énormément pour qu'il y ait un maximum de gens, tu vois, d'autres cultures qui sont à des postes à responsabilité, parce qu'on l'a vu en France, les premiers petits débats sur ces questions-là, notamment sur le voile, ont ouvert la porte à clairement un boulevard sur l'extrême droite qui a fait que en mai dernier, on a eu 2 candidatures d'extrême droite très sérieuses, et là on a vraiment, tu vois, on peut craindre que l'extrême droite continue de monter en France, et c'est notamment en laissant la place à ce genre de débat-là. C'est des débats qui ne devraient pas du tout avoir lieu, tu vois. Puis sans vraie opposition. Ouais, alors avec une opposition qui vient bien sûr de la gauche qui défend quand même les choses, mais où en fait ça s'est vraiment installé, tu vois. Oui. Ça s'est vraiment installé dans le débat. Or, il ne faut pas laisser la place à... il ne faut pas créer des safe space pour les commentaires racistes. Ouais, c'est ça. Faut faire l'inverse. Ou les médiatiser, tu sais, comme les mettre dans l'espace public en disant « Hey, c'est correct, on va débattre quelque chose qui ne devrait pas être débattu, tu sais. » Mais c'est ça que je reproche. Je trouve ça vraiment désolant, en fait, parce que c'est venu écraser une gauche aussi, comme on dit tout à l'heure, qui est anti-religion, mais qui est pas d'extrême droite, genre. Donc à part ce débat-là, parce qu'on est souvent dans les débats, et on dirait qu'on est incapable de penser autrement que il y a blanc et il y a noir. Il y a pas multitude d'idées. Donc automatiquement là, la gauche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris cette espèce elle a repris l'idée dans l'extrême. Et là c'est genre ouais, mais c'est tout le monde et tout, on accepte tout. Puis à un moment donné, ça devient une espèce de gauche. Je m'excuse, mais diversité, inclusion. On sait plus qu'est-ce que ça veut dire. On accepte tout le monde, mais tu sais, mais en dessous, par exemple, ça y va. Tu sais, on accepte, on accepte la diversité. On va compter. On a combien de noirs dans nos groupes. Mais ne parlons surtout pas de pauvreté, ne parlons surtout pas d'augmenter les salaires des infirmières qui sont principalement noirs. Le racisme systémique n'existe plus, on ne voit plus les couleurs, on ne voit plus les déterminants sociaux ou les biais, etc. Il y a Macabre qui dit dans le chat, ça c'est énorme, c'est que nous en France, tous les 3-4 ans, on a une nouvelle polémique sur un vêtement, et là, la polémique de ces 2 dernières années, c'était le burkini. Le fait que les femmes qui n'ont pas envie d'afficher leur corps, tu vois, à la plage ou à la piscine, elles puissent porter un truc, tu vois, et ça a trigger tout le monde. C'était incroyable en France. J'ai découvert ce mot-là parce que tout le monde en France était fâché. Je suis comme, what the hell, que c'est un burkini? On arrive à la fin de l'émission. On a une question à te poser, Ludmila. Nous, le show s'appelle Ctrl Z. C'est un peu la métaphore de on annule quelque chose, on cancel quelque chose. Toi, s'il y a un truc que tu devais annuler... Pour mieux le rebâtir ou l'effacer pour faire autre chose. Qu'est-ce que ce serait? Ouais, vraiment, depuis tout à l'heure, je me dis
qu'est-ce que je pourrais bien répondre à cette question-là? C'est incroyable. Parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais répondre. Il y a des gens qui nous ont dit des trucs de ouf, hein, donc tu peux y aller. Ah ouais. Je ferais un CTRL-Z sur... c'est sûr, sur l'extrême droite. Je ferais un CTRL-Z. Je ferais un CTRL-Z sur cette culture du mérite, je pense. Je pense que j'en ai vraiment assez d'entendre des gens me dire, voilà, qu'il y a des gens très, très, très privilégiés me dire, mais moi, je mérite d'être là. Moi, je mérite d'investir dans l'immobilier et je mérite de partir en supposée liberté financière. Parce que moi, au-dessus des autres, au-dessus des profs, au-dessus de ceux qui travaillent, qui se lèvent à 7 heures, au-dessus des politiciens, au-dessus de peu importe qui, je me permets le droit de faire ce que je veux avec mon temps parce que les autres n'ont pas fait les mêmes choix que moi ou les mêmes sacrifices, alors tant pis pour eux. C'est là-dessus que je ferai un CTRL-Z, sur ce concept de croire que tu vas sacrifier déjà jusqu'à quand pour pouvoir te permettre de survivre dans une société comme la nôtre, mais surtout ce discours-là. Ce discours-là de... la méritocratie. Ouais, du self-made man vraiment. Qui a fait tout son argent avec le travail des autres. Mais whatever, je suis self-made, là. C'est ça, puis mon père, il possédait une mine d'émeraude en Afrique du Sud, tu vois. On pense à ce même gars-là. Franchement, tu lis dans ma tête, c'est exactement l'exemple que j'allais donner. Et moi, c'est le fil conducteur. Je sais pas si... tu sais, on dit souvent, t'as de plus en plus de gens, je pense, qui souffrent du syndrome de Stockholm, là, tu sais, quand t'adores ton maître, c'est ça, en fait. C'est vraiment, t'aimes tellement ton maître, là, qui te pousse à la production tout le temps, tu sais, parce que moi, quand je veux, je peux. Moi, tu sais, puis on voit de plus en plus ça sur les réseaux sociaux, comment Jeff Bezos vit, en fait. Il se lève à 5 heures, il s'entraîne, et après, il prend pas de café parce que les gens qui sont forts ne prennent pas de café, ils prennent du jus d'orange. C'est genre, mais non, mais c'est incroyable. Genre, c'est ça le secret. Genre, vous allez nous expliquer. Le secret, c'est le jus d'orange, guys. Ils vont nous expliquer leur journée là en détail, là, minute par minute. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui ressemble fort probablement beaucoup plus à l'itinérant du coin que je ne ressemblerai jamais à Jeff Bezos, et je continue de gober ça. Je continue de croire que, tu sais quoi, moi aussi je me lève à 5 heures et un jour je vais être capable d'être à sa place. Franchement, chapeau. Ils font du bon travail, hein. Ils font du bon travail. Nice. Ouais. Bravo Ludmilla. On va s'arrêter là. Une réponse parfaite. C'était parfait. Du coup, on se retrouve d'ici 2 mois, je pense, pour refaire un 3e épisode, et on va le faire cette fois sur ton projet d'habitat partagé. Yes! Parce que ça nous intéresse encore plus. Nice! C'est clair. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. Puis ça me fait super plaisir. Ouais, puis on appuiera CTRL-Z sur d'autres affaires entre-temps. Nice! Non, c'est clair. Salut, bonne soirée. Bye. Toi aussi, bye. C'était vraiment nice encore. Hein. Yes. On est vraiment chanceux de connaître des gens comme ça. Ah non, mais sérieux. Je suis très reconnaissante de tout le monde qu'on reçoit. C'est toujours des conversations enrichissantes et plaisantes. Carrément. Puis tant qu'on peut. Puis on finit toujours par chier sur un milliardaire. Non, c'est même pas nous qui l'ont lancé, là, OK? C'est vraiment pas nous, hein. Alors, Sure. Bon, j'avais dit Bernard Arnault, c'est un cassos. Ok, bon, je l'ai dit tout à l'heure. Bernard, t'es un gros cassos, et je vais le redire encore, et il faut que cette idée infuse dans la société. T'es un parasite, et tu profites de... Bref, on s'en fout. Allez, c'est la fin. Ce soir, c'est pizza, Mélo. Yes! Ça te va? Oh, moi, j'ai hâte à manger de la pizza. Qu'est-ce qui aime pas de la pizza? Hot topic. Non, non, on va pas lancer. Putain, la pizza hawaïenne est canadienne. Oui. Ah, tu le savais, tu me l'as dit. Oui, mais je pense que c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ça. What? Des ananas sur de la... Ah non, mais si je dis ma pizza préférée, là, on va plus avoir d'auditeurs, là. Puis on a plus le temps, merci tout le monde de nous avoir suivis. Merci le chat, Macabre, Cédric, tout le monde, hein, ça nous a fait plaisir de vous voir et de... Ouais. N'hésitez pas à liker, suivre, faire ce qu'il faut. Nous, on rappelle, un de nos objectifs est toujours le même.
un petit peu d'argent pour pouvoir payer un journaliste africain basé en Afrique pour avoir des nouvelles fraîches de l'Afrique. On sait que c'est un métier dur, blablabla. Voilà, donc n'hésitez pas à nous aider si vous pouvez financièrement, etc. Mais... Absolument, on se retrouve en replay, on est sur YouTube, on est en podcast. N'hésitez pas à partager si vous avez des sujets ou des personnes que vous aimeriez qu'on interviewe. On garantit pas qu'ils vont dire oui, mais on espère. N'hésitez pas à le proposer. Puis c'est ça, on se retrouve mardi pour un live et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Ouais, c'est ça. Je pense que la semaine prochaine, mardi pour moi, on va se regarder une petite conférence Économie mon amour qui explique très simplement l'économie faite par un ingénieur. Enfin bon, bref. Cool. Voilà, à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Ciao.